quand ses parents lui exigent certaines choses, il va vite prendre ses repères et il va vite essayer de comprendre quel est le mécanisme de ses parents. Et si ce mécanisme-là n'est pas toujours le même, alors l'enfant, il va vite se sentir perdu. Parce qu'aujourd'hui, il a des parents qui lui exigent certaines choses et demain, ces mêmes parents lui exigent autre chose. Et surtout, ce qu'un enfant a besoin dans sa vie, eh bien, c'est de savoir maîtriser la difficulté. Vous allez voir pourquoi est-ce que je dis ça. C'est-à-dire que quand j'exige quelque chose à mon fils ou à ma fille, il faut que ce soit maîtrisable de la part de l'enfant. Si cet enfant perd sa confiance parce que les parents sont à lui exiger des choses qui sont trop difficiles à accepter dans la vie, eh bien, cet enfant-là va vite être perdu et va vite être un enfant qui ne va pas écouter ses parents. Donc c'est pour ça que quand les parents, quelque part, ont une certaine exigence vis-à-vis de leurs enfants, il ne faut pas que ces exigences-là, elles viennent ternir l'enfance. Très souvent, les parents, ils sont à cheval, on dirait pratiquement. Et c'est ça que je dis. Vous savez qu'une fois, on est venu devant le Rav Wolbe et on lui a dit quels sont les principes qu'on doit établir en premier pour l'éducation. Et le Rav a dit, montrez-moi ce que vous avez comme principe. Et quand le Rav a dressé sa liste, eh bien, le premier principe qu'il a mis, c'est pas le sujet de ce soir, mais il a dit d'abord, c'est l'harmonie du couple. Alors ce soir, on n'est pas venu faire du Shalom Bayit, mais savoir que ce qu'a dit Rav Wolbe, c'est qu'en fait, si on a véritablement envie que notre enfant réussisse, il faut voir est-ce que ce couple vit en harmonie. Ça, c'est la première chose. Et combien de fois on l'a répété, combien de fois on l'a dit. Nous, les professeurs, quand on reçoit les enfants à l'école, on est capable de voir chaque enfant, si véritablement à la maison ça se passe bien. Tous les enfants qui ont une pleine énergie, tous les enfants qu'on voit avancer, on voit et on se rend compte que les parents vivent dans une harmonie exceptionnelle. Et tous les enfants qu'on voit un peu dans leur coin, qui ne parlent pas, qui sont silencieux, quand on réfléchit, on voit qu'en fait les parents, c'est une catastrophe à la maison. Ça, c'est le premier point que Rav Wolbe a établi. Deuxième point que Rav Wolbe a établi, et c'est là où je viens ce soir le dire, c'est qu'à la maison, ce soit un havre de paix. Il ne faut pas accueillir les enfants le soir comme à l'armée. Alors quel devoir tu as à faire? Sors ton cartable, assis-toi, on va faire les devoirs. Si véritablement on reçoit les enfants à la maison dans un climat de tension, on a toutes nos chances de voir nos enfants pas réussir. Autre chose aussi, eh bien, il faut savoir que l'éducation ne doit pas être un synonyme de punition et de réprimande. Car le fait d'installer des réprimandes et des punitions, l'enfant, il va de suite ne plus avoir envie, eh bien, de rester dans ces limites-là. Pour que les exigences que j'ai vis-à-vis de mes enfants ne soient pas quelque chose de dur à accepter, eh bien, qu'est-ce qui va déterminer si les exigences que j'ai vis-à-vis de mes enfants sont de bonnes exigences? Dit le Rav, puisque c'est lui qui parle ce soir, j'ai peut-être oublié de le présenter, le Rav Avrahamov, un des spécialistes dans l'éducation. Dit le Rav Avrahamov, il faut que les exigences que j'ai vis-à-vis de mes enfants soient adaptées à son âge. Très souvent, les exigences qu'on a vis-à-vis de nos enfants, ils ne sont pas adaptés à l'âge des enfants. Et donc, quelque part, comment je vais vérifier l'exactitude de mon exigence? Ça va être selon l'âge de mon enfant. Ici, je ne parle pas de l'âge de l'état civil, mais je parle de l'âge de la compétence et de la disponibilité de cet enfant à accepter les exigences. Et voilà pourquoi Shlomo Ameler, quand il a écrit dans Mishlei, il a dit « Chanor lenahar » éduque l'enfant, pas selon son âge, alpi darko, selon ce qu'il est prêt à accepter. Et très souvent, malheureusement, les parents, ils tombent dans le panneau. Je vois mon enfant, il ramasse une assiette, il prend et il la casse. De suite, je vais m'énerver. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as cassé cette assiette? Mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'enfant? Il est en train de découvrir qu'une assiette, ça peut se casser. Et si moi, quelque part, eh bien, je ne lui permets pas de faire cette découverte, j'ai commencé à lui enlever sa possibilité de découvrir. Je veux que mon fils soit capable, durant 3h40,
de rester dans une synagogue. Mais c'est pas possible. Vous savez, ça me fait rire. Très souvent, on voit des parents avec de bonnes intentions. Ils amènent leurs enfants à la synagogue. Mais ils n'ont pas compris que c'est pas adapté. Un enfant, il n'est pas capable de rester pendant 3 heures sur un banc en train d'écouter une fila. C'est pas possible. Et les gens, ils croient qu'ils font quelque chose de bien. Mais pas du tout. Il y a un âge pour ça. Eh bien, quelque part, ce genre d'attente de la part des parents, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va atteindre la relation entre les enfants et les parents. Parce que plus les parents sont une source de frustration, plus les parents sont une source de manque d'assurance, moins les enfants vont être capables d'écouter leurs parents. Et donc, en fait, si on réfléchit bien à ce qu'on est en train de dire ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge. On ne peut pas dire à cet âge-là, je vais exiger telle et telle chose. À cet âge-là, je vais exiger telle et telle chose. Parce qu'en fait, tout va dépendre du potentiel que l'enfant a. Vous savez, quand on est en classe aujourd'hui et qu'on essaye d'éduquer les enfants tant bien que mal, puisque moi-même je suis professeur, on va voir que des enfants qui sont dans une même classe, dans le même âge, ils ne vont pas être capables d'accepter de la même façon les difficultés. Cet exercice qu'on va donner à cet enfant-là, il va le faire beaucoup plus facilement que cet enfant qui est à côté. Non pas qu'ils ont moins d'intelligence, mais qu'en fait, eh bien, cet enfant-là, il est fait pour cette difficulté. Mais cet enfant-là, il n'est pas fait pour cette difficulté. Et donc, quelque part, le travail des parents, eh bien, ça va être d'analyser le potentiel de chaque enfant qui vit dans leur maison. Et surtout, ça j'aimerais quand même mettre ici un point, ne pas comparer. Très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On dit, regarde Jennifer, ta sœur Sarah, regarde ce qu'elle fait, regarde ce que tu fais toi. Chas Shalom. Comparer, comme vous dites, Chas Shalom. Vouloir comparer 2 enfants, c'est bloquer et limiter la possibilité à ces personnes-là de pouvoir, à ces enfants-là de pouvoir grandir. Ceci dit, quand même, il y a des principes qui sont flagrants et qu'on peut véritablement établir pour les enfants. Tout d'abord, un premier principe, très chers amis, savoir qu'un enfant entre 0 et 5 ans, il n'est pas éducable. Il faut savoir, très souvent, on a envie que nos petits-enfants, à l'âge de 1 an et 2 ans, ce soient déjà, s'il vous plaît, ce soient déjà des gentlemen à l'âge de 1 an ou 2 ans. C'est pas possible. Un enfant entre 0 et 5 ans, c'est pas possible qu'il soit éducable. On va dire à un enfant de 2 ou 3 ans, sois propre. Mais il a envie de te dire, papa, c'est quoi la propreté? On va dire à un enfant, va dormir, tu es fatigué. Mais c'est quoi la fatigue? Il est trop petit pour comprendre ça. On va dire à un enfant, arrête de crier. Mais il ne sait pas ce que c'est le cri. Comment veux-tu qu'il s'arrête? Et dans la Torah, quelque part, si on veut commencer à indiquer un âge d'éducation, il faut savoir que cet âge-là, il se situe entre 5 et 6 ans. À partir de 5 et 6 ans, à ce moment-là, on peut commencer à faire entendre des choses aux enfants, mais d'une façon douce. Là aussi, c'est important. Quand je vais essayer de commencer à inculquer des principes à mes enfants, il faut que ce soit d'une façon douce. Je ne peux pas oublier un tableau qui m'est à l'esprit. Je vivais à l'époque à côté d'un couple, et ce père-là, à chaque fois qu'il parlait à ses enfants, c'était pour s'énerver. Je ne l'ai jamais vu parler calmement, toujours dans les nerfs, toujours dans la dispute, toujours dans le reproche. Pour moi, c'était évident que ces enfants qui allaient grandir, même si j'étais pas un devin, je savais que les enfants qui allaient sortir de ce couple, ils auraient beaucoup de mal. À l'heure où je vous parle, il n'y en a plus un seul qui est dans la Torah. Parce qu'encore une fois, si j'ai transformé mon éducation en cri, si j'ai transformé mon éducation en culpabilité, l'enfant, il ne retiendra pas un seul mot de ce que je lui ai dit. Mais d'un autre côté, très chers amis, il faut savoir qu'à partir de 6 ou 8 ans, on a une certaine obligation d'éduquer à nos enfants. Parce que à l'âge de 6 ou 8 ans, c'est peut-être l'âge où commence l'éducation de nos enfants. Non seulement l'éducation commence, mais ils vont aller à l'école. Et quand ils vont à l'école, ils ont besoin de certaines règles. Ils ont besoin d'une certaine discipline. Et donc à ce moment-là,
on va commencer peut-être à exiger de la part de nos enfants certaines obligations qu'on a besoin de leur exiger pour qu'à l'école, ils puissent réussir. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est garder déjà une certaine heure de coucher. Des fois, quand moi, encore une fois, je suis en classe et j'interroge mes élèves, je les vois cligner des yeux. J'ose même pas leur demander à quelle heure ils se sont couchés. Et quand des fois, je suis au courant des heures où ils se couchent, on entend minuit, 1h du matin. Un enfant doit avoir cette exigence. Et là, il faut mettre le point que quand il va rentrer à l'école, il a besoin d'une certaine lucidité. Et donc, il y a une heure de coucher à respecter. De même, le sérieux des devoirs. Pas qu'on dise aux enfants, écoute, c'est pas grave, je te ferai un mot. Hein, c'est ce qu'on entend souvent. Je te ferai un mot. Et nous, les professeurs qui sont assis sur le banc des écoles, on reçoit les mots. Mais ces mots-là, à la fin, ils se terminent en MAUX. Ça devient des véritables mots. Parce que si on n'a pas donné à l'enfant le goût du travail, comment voulez-vous qu'il ait la possibilité d'avancer à l'école? De même, le respect. Apprendre à respecter. Qu'un enfant n'ait pas d'effronterie en classe. Ça aussi, c'est une exigence, quelque part, à demander de la part des enfants. Un langage propre. Parce que des fois, malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, les enfants vont répéter les mots qu'ils entendent à la maison. Et si ces mots-là n'ont pas été propres, eh bien malheureusement, l'enfant va reproduire les mêmes mots à l'école. Et enfin, être ordonné. Vous savez, une fois, il y a un rave, il était de passage dans la ville pour voir son fils, qui étudiait très loin. Et il a dit, j'aimerais voir mon fils. On lui a indiqué que son fils, à ce moment-là, n'était pas dans l'établissement. Il a dit, c'est pas grave, montrez-moi sa chambre. Il est parti voir sa chambre, et il a dit, c'est bon, je peux repartir. Ils lui ont dit, mais tu viens pas voir ton fils? Il a dit, non, c'est bon. Parce que quelque part, quand quelqu'un est ordonné dans ses affaires, eh bien, ça montre bien plus loin que dans son état d'esprit, il est ordonné. Donc ça aussi, il faut l'apprendre aux enfants. Ton cartable, est-ce qu'il est propre? Tes cahiers, est-ce qu'ils sont bien écrits? La façon dont tu tiens ton cartable, est-ce que c'est une façon convenable comme les professeurs attendent? Mais ça, c'est pas quelque part, c'est pas le titre du cours de ce soir. Pour revenir aux exigences, comme on a dit tout à l'heure, eh bien, quelque part, très souvent, les exigences qu'on va avoir vis-à-vis de nos enfants, elles vont casser le développement de l'enfant. Elles vont lui montrer que quelque part, il n'est pas capable. Et donc, à la fin, quand ils vont voir que tout ce qu'on leur demande, ils ne sont pas capables de le faire, eh bien, ce qui va se passer, c'est que les enfants, ils vont peut-être baisser un petit peu les bras. À nous, comme on a dit tout à l'heure... Oh les gars, on n'entend rien. À nous, comme on a dit tout à l'heure... À nous de dire tout à l'heure, comme on a dit tout à l'heure, d'examiner le potentiel et la possibilité d'un enfant. Très souvent, on évalue très très mal nos enfants. Au même titre qu'on comprend qu'un enfant, il ne peut pas aller à Nazareth à l'âge de 3 ans, à la synagogue de Nazareth, se mettre sur le pupitre et dire maintenant vas-y, fais le discours. Il va dire quoi? Ga, 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 ga. Il ne sait même pas parler. Donc comme tu comprends qu'à l'âge de 3 ans, il n'est pas capable de faire un discours, tu dois comprendre qu'à l'âge de 3 ans, même s'il est dans un milieu d'adultes, il ne pourra pas se comporter comme tu attends qu'il se comporte. Parce qu'encore une fois, les exigences, eh bien, ne sont pas adaptées à son âge. Et donc, ce qu'on peut retenir d'ici, c'est que on doit limiter nos exigences. Très souvent, quand on exige à nos enfants des choses qui ne le sont pas compatibles, l'enfant va enregistrer un message qui est des plus négatifs. Il va enregistrer une seule phrase. Je ne suis pas capable de faire de nouvelles choses et d'évoluer. Et donc il va s'arrêter. Et donc quelque part, on va perdre dans sa maturité. Et c'est pour ça que même quand il va grandir, il ne va pas sentir de se lancer dans le monde du travail, dans le monde des adultes. Parce qu'on ne lui a pas laissé son enfance assez libre. Et quelque part, on peut même aller plus loin que ça. Les parents, ils doivent être capables de s'adapter à l'enfant. Quand je dis s'adapter, c'est que des fois on voit un enfant, il touche quelque chose qui ne nous plaît pas. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une tape sur la main. Qu'est-ce que tu as fait en lui donnant une tape sur la main? Tu lui as montré
que découvrir, c'est pas bon. Et donc la prochaine fois, eh bien quelque part, il aura plus envie de découvrir. Parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il veut découvrir, tu lui mets une tape sur la main. Alors tu as le vase de Mémé Fortuné dans la salle à manger, enlève le vase. Il prend, il casse le vase, ne le frappe pas. Parce que si tu le frappes quelque part, quel message tu as laissé? Tu as laissé le message de dire finalement, le vase de Mémé Fortuné il est plus important que toi. Vous savez, la Gemara dans Yoma, elle va beaucoup plus loin que ça. La Gemara dans Yoma, elle dit, il faut acheter des affaires que les enfants, ils peuvent casser, de manière à ce qu'ils puissent épancher leur Yetzer Hara, leur mauvais penchant de l'enfance. Il faut leur donner à casser. Qui aurait cru une chose pareille? Pourtant, c'est écrit dans la Gemara. Alors, quand on entend ce discours, on pourrait croire qu'en fait, on ne peut pas avoir d'exigence pour les enfants. Apparemment, il faut être cool, il faut être tolérant. Dit le Rav Abrahamov, ne croyez pas ça. Parce qu'il y a des exigences qui sont obligatoires. Quand un enfant, comme dit mon Rav, le Rav Bregen, il dépasse les limites acceptables, là, il faut commencer à être sévère. Il y a des choses, par exemple, quand un enfant se met en danger, là, il faut intervenir et lui dire, attention, tu es en train de te mettre en danger, il faut éviter ce que tu es en train de faire. Là, on peut avoir recours au cri. Là, on peut avoir recours, quelque part, même des fois, une petite frappe. Je dis toujours que les coups, parce que c'est un sujet à part, ça doit être le dernier crédit d'un parent. Et au même titre que les cris chez un professeur, ça doit être la dernière opportunité. Très souvent, les parents, tu n'as pas bien fait ça, une fessée, une fessée. On perd le crédit. Si on utilise toujours les fessées, si on utilise toujours les coups, eh bien, on va très vite perdre le crédit. Il faut que cette fessée ou ce cri-là, ce soit l'ultime acte qui arrive en dernier. Avant ça, il y a plein d'autres choses, comme on va essayer de les expliquer. Il est évident aussi que quand un enfant devient grossier, ou quand un enfant manque de respect, toutes ces choses-là, eh bien ça s'appelle justement le cadre à ne pas dépasser. Mais même dans ces exigences, très chers amis, même dans des exigences qui des fois sont inévitables, il y a deux façons de le faire. On peut exiger à un enfant, il a fait une grosse bêtise. Alors qu'est-ce que je veux lui dire? Quel abruti ce gosse, quel maladroit, quel idiot. Je peux dire ça. Ou bien d'un autre côté, je dis à mon fils, chéri, fais attention, tu sais c'est pas bien ce que tu as fait. C'est quoi la différence? Dans le premier terme que j'ai employé vis-à-vis de mon enfant, j'ai simplement blessé l'enfant. Je lui ai fait perdre en confiance. Je lui ai dit que c'était un idiot. Alors que dans le deuxième cas, tout en n'ayant pas atteint ses sentiments, tout en n'ayant pas atteint son, comme on dit, son amour propre, je lui ai montré que ce qu'il faisait, eh bien, c'était quelque chose de pas bien. Pourquoi c'est important, la façon dont on s'exprime avec nos enfants? Je vais vous dire, c'est très simple. Un enfant, il va se modeler à la considération et aux termes que les parents emploient. De la façon dont je considère mon enfant, de la façon dont je le nomme, c'est ce que l'enfant va retenir et c'est cette façon qui va plus tard agir. Je vais vous donner un exemple. Si je dis sur mon enfant que c'est un flemmard, quel flemmard ce David? Toute sa vie, l'enfant, il va chercher à devenir flemmard parce que c'est la façon dont je me suis comporté avec lui. Si je dis sur Samantha qu'elle est paresseuse, elle est paresseuse, tu es paresseuse, tu te lèves toujours tard, quelle paresseuse. Plus tard, cet enfant-là, vous pouvez être sûr qu'il sera paresseux. Si je dis sur Arié, tu comprends jamais rien, mais c'est toujours pareil. À chaque fois que je te parle, à chaque fois que j'essaie de t'expliquer, tu me rends fou, tu ne comprends rien. Cet enfant-là, il va grandir avec ce symptôme de jamais rien comprendre. Si je dis à mon enfant qu'il ne fera rien de sa vie, de toute façon, tu es un bon à rien, même tes devoirs, tu n'es pas capable de les faire, tu feras rien dans ta vie. Vous pouvez être sûr que cet enfant-là, plus tard, quand il va grandir, effectivement, il ne fera rien de sa vie. Tout simplement pourquoi? Parce que toute sa vie, eh bien, ses parents lui ont répété qu'il n'était pas capable de pouvoir faire quelque chose. Un enfant, quelque part,
n'est pas capable de discerner entre le moment où je parle avec la colère et le moment où je parle avec des intentions sincères. Et donc même moi, si finalement je me suis permis de lui parler d'une façon qu'il ne fallait pas lui parler, eh bien l'enfant va retenir qu'en fin de compte, c'est ce que je pense véritablement de lui. Et donc toute sa vie, il va se modeler sur les intentions et les appréciations que je lui ai données. Plus je vais féliciter un enfant, plus je vais l'encourager, plus je vais lui donner des définitions brillantes, plus l'enfant va prendre des ailes et va s'élever et va devenir quelqu'un que même si à l'origine il n'était pas capable d'être cette personne, mais parce que ses parents l'ont encouragé toute sa vie, mais parce que ses parents lui ont donné envie d'être quelqu'un de brillant, il va réussir. Et justement à ce sujet-là, je ne retrouve pas mes notes, mais je vais vous le dire à l'oral. Eh bien, on raconte qu'une fois, un professeur a débarqué dans un endroit où on lui a dit « Écoute, cette école est en grande difficulté. Ça fait depuis longtemps qu'on n'arrive pas à maintenir les classes. Et il y a une classe qui tout particulièrement nous pose des problèmes depuis un certain temps. Et c'est pour ça que cette classe, on va essayer de te la donner. Essaye de faire ce que tu peux faire avec cette classe. » Ce professeur est rentré dans la classe et durant un trimestre, on a vu un changement littéral dans cette classe. Les enfants qui à l'époque étaient les plus gesticulés sont devenus les plus consciencieux. Les enfants qui n'étaient pas capables de rendre un contrôle convenablement sont devenus en fait des enfants les meilleurs de l'école. Quand le directeur a vu ça, il a appelé son professeur et il a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait avec ces enfants ?» Il a dit « Ça veut dire quoi, qu'est-ce que j'ai fait ?» On m'a donné au début de l'année une feuille avec le nom des enfants. Et à côté de chaque enfant, il y avait un QI 100, 110, 120. Tout le trimestre, il a dit le professeur, j'ai répété à ces enfants, vous êtes capables, avec un QI comme vous avez, vous êtes des gens capables. Le directeur, il est devenu livide. Il a dit, mais c'était pas le QI qui était dans la feuille. Ce qui était écrit dans la feuille, c'était le numéro des casiers des enfants. Chaque enfant avait son casier numéroté. Elle veut dire quoi cette histoire? Elle veut dire qu'en fait, le professeur, sans le savoir, il a laissé comprendre et croire à ses enfants qu'ils étaient capables. Il leur a fait comprendre qu'ils avaient la possibilité d'évoluer. Il leur a fait comprendre qu'ils avaient la possibilité de devenir des gens, même s'ils n'étaient pas capables. Ça leur a donné confiance. Ça leur a donné envie d'être des enfants sérieux. Et c'est ça qui, quelque part, les a sauvés. Plus on va dire à un enfant qu'il est capable, eh bien, plus cet enfant aura des chances de réussir. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une maman. Une maman qui, Baruch Hashem, a très très bien réussi avec ses enfants. Chaque enfant de la famille a atteint de très très hautes études. Et j'ai voulu un petit peu m'amuser, comme je le fais très souvent, à savoir exactement quel était le secret de cette maman. Pourquoi elle avait tellement bien réussi avec ses enfants. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, il n'y a pas un jour qui est passé depuis le CP jusqu'à qu'ils quittent la maison pour aller en fac, où je ne les ai pas suivis dans les devoirs du début à la fin. Et je leur répétais à chaque instant, tu es capable, tu deviendras quelqu'un d'important. Eh bien, elle m'a dit, c'est ça qui les a sauvés. J'avais des enfants qui certes n'étaient pas faits pour les études, mais j'étais derrière eux, j'étais à leur côté. Et ça, les devoirs, très souvent, on vient, on voit le cahier texte, ça ne nous donne pas envie. On dit aux enfants, allez, va dans ta chambre, quand tu as fini, tu viens, je contrôlerai ce que tu as fait. Mais on les laisse tout seuls, on n'est pas à leur côté, on n'essaye pas de les épauler. Si on se mettait à leur côté et on essayait quelque part, eh bien, de leur montrer qu'ils sont capables, qu'on les aidait à surmonter les difficultés, eh bien, on verrait tout à fait un changement complet chez les enfants. Vous savez, il y a une émission, j'ai entendu dire, qui s'appelle Incroyable Talent. Moi, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que chaque enfant, d'ailleurs on le dit même pour les adultes, chaque enfant, quelque part, il a un incroyable talent. Seulement, il est caché. Qui va le faire extraire? Qui va le faire rayonner, ce talent? C'est vous, les parents. Vous savez tous, et ça on le dit même pour les adultes, quand un adulte il veut savoir quel est le but
dans ce monde, quelle chose il a à faire, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On voit pourquoi on est bon. Les Chachamim ils disent, chacun, on a un domaine spécifique où on est très très bon. Et très souvent, les gens qui sont autour de nous, ils nous disent, c'est bon, continue dans ce domaine. Eh bien les enfants, c'est la même chose, très chers amis. Les enfants, ils ont cette possibilité, ils ont un domaine où ils sont bons. À vous de les prendre et à vous de les faire rayonner. Et l'erreur qu'on fait très souvent, c'est qu'on ne les fait pas rayonner. On essaye de leur faire ce que nous, on n'est pas arrivé à faire. Les complexes que nous, on a eu dans notre enfance, on essaye de leur faire faire à eux, mais ils sont peut-être pas capables. Eux, c'est peut-être pas ce qui leur correspond. Fais de la musique, fais de la médecine. Les enfants, ils vont faire, mais ils sont traumatisés. Vous savez, moi, j'ai rencontré une fois un jeune homme qui était dans la médecine. Il m'a dit, moi, j'ai fait médecine pour une seule chose, pour faire plaisir à papa. Et ça veut dire quoi? Peut-être que cet enfant-là, il avait envie de faire autre chose. Peut-être que cet enfant-là, il avait envie de s'épanouir dans autre chose que ce que toi, tu as envie de lui faire faire. Peut-être qu'il n'est pas fait pour ça. Et toi, tu crois que tu vas lui faire faire ce qu'il a envie, ce que tu as envie qu'il fasse, c'est pas ça. Vois pourquoi est-ce qu'il est bon. Et ce qui est très très important aussi, c'est de valoriser les efforts. Vous savez, très souvent, les enfants, ils font des efforts. Mais nous, de notre hauteur d'adulte, on n'est pas capable de voir ces efforts-là. On n'est pas capable de leur dire « Bravo, c'est bien ce que tu es en train de faire ». Je vous donne un exemple. Vous rentrez dans la chambre de vos enfants, c'est la panique. On dirait un champ de bataille. On dirait qu'on vient de bombarder la chambre. Mais vous envoyez vos enfants ranger la chambre. Vous revenez une demi-heure après. À premier aperçu, c'est la même chambre, la même catastrophe. Seulement, il y a une étagère rangée. Mettez le zoom sur cette étagère. Dites-lui, mais mon chéri, c'est magnifique comment tu as arrangé les livres. Même si en lui disant ça, vous êtes en train de vous casser la tête sur un jouet et vous glissez et vous tombez par terre. Mais il y a une étagère qui est rangée. C'est magnifique, mon chéri. Tu as très bien fait. Mettez le zoom sur ce qui est bien. Votre enfant, il a des difficultés dans une matière. Vous attendez de sa part une bonne note. Pour vous, une bonne note, c'est 18, 19 ou 20. Le petit, il revient avec 12. Mais il faut lui faire la fête. Avant, il n'était pas capable d'avoir la moyenne, il a eu 12, c'est extraordinaire. Il faut se focaliser, encore une fois, sur les efforts qui sont faits. Tu attends de lui qu'il fasse un certain effort, à un certain niveau. Et tu vois que dans ce domaine-là, il commence à faire des efforts. Fais-lui une fête. Moi, je vais vous dire, il y a beaucoup de gens, j'aime pas parler de moi parce que je suis pas forcément un bon exemple, mais il y a beaucoup de gens qui me disent, comment t'es arrivé à faire manger à tes enfants du lait chamour? C'est dur, il y a les Kinder, il y a le Nutella, il y a tout ce qui est autour. Comment t'es arrivé? Mais je vais vous dire, c'est pas pour parler de moi, mais je vais vous dire de quoi, ce que je voulais dire tout à l'heure. À chaque fois qu'on donnait entre les mains de mes enfants un Kinder ou un Nutella, j'enlevais le Kinder, mais de l'autre côté, j'avais une tablette de chocolat et je la donnais. Donc en fait, l'enfant, il a associé cet effort-là de laisser quelque part le Nutella ou la tablette de chocolat Pachamour à une récompense extraordinaire. Quoi, pour une petite barre de chocolat, tu me donnes une tablette? Mais je vais continuer. Je suis gagnant dans l'histoire. Aujourd'hui, ma fille qui a 5 ans, elle dit non, ça c'est pas caché à papa. Pachamour, je prends pas. Et elle sait que juste après, je vais lui donner. C'est peut-être la carotte qui fait avancer. Vous allez me dire, ouais, mais jusqu'à quand on va faire ça? Mais les enfants, ils ont besoin de ça. Ils savent pas ce que c'est la cache-route. Ils savent pas ce que c'est l'ordre. Ils savent pas ce que c'est les devoirs. Ils savent rien. Ils savent que la récompense, ça, ils connaissent. Et donc, quelque part, on doit être capable, eh bien, de toujours attribuer à l'effort de mon enfant ou un mot gentil, ou une récompense, ou lui dire, mon chéri, aujourd'hui, je vais faire le menu que tu veux pour les mamans. Faites plaisir à vos enfants. Aujourd'hui, je vais te faire ton menu. Tu aimes les steaks frites? Je te fais steak frites, il n'y a pas de problème. L'enfant, quelque part, eh bien, a véritablement besoin de ces félicitations. L'enfant, il a besoin de se voir félicité. Toute sa vie, comment est-ce qu'un enfant, il va grandir? Comment est-ce qu'un enfant, il va s'émanciper? Eh bien, c'est justement en recevant des félicitations de la part de ses parents. Et je vais vous dire même plus que ça. Un enfant, très souvent, il est en manque de félicitations de la part de ses parents. Un enfant, très souvent, il est en manque d'attention. Et ça, c'est très dangereux, très chers amis. Et je vais vous dire pourquoi c'est très dangereux. Parce qu'un enfant qui est en manque de considération de ses enfants, s'il voit que dans le positif, ça ne marche pas,
il va aller chercher ça dans le négatif. Il va faire des problèmes à l'école pour que tu donnes de l'attention à lui. Et si ça ne marche pas à l'école, il te fera des problèmes au club de sport. Et si ça ne marche pas au club de sport, les problèmes qu'il te fait pour que tu aies son attention, un jour, que Dieu nous en préserve, ce sera la police qui t'appellera. Je ne veux pas vous faire peur, mais un enfant, il grandit avec l'attention qu'on lui donne. Et si les parents, ils ont été assez sincères, si les parents, ils ont été assez attentionnés pour donner cette attention aux enfants, ils ont tout gagné. Parce que l'enfant, il aura gagné avec cette attention et il pourra devenir quelqu'un d'extraordinaire. La Gemara, elle raconte, pour montrer combien c'est important l'attention. Il y avait un rave une fois, il avait un élève, excusez-moi du terme, c'était un khmar. Cet élève-là, imaginez-vous ce que ça veut dire. Pour qu'il comprenne un enseignement, il fallait lui répéter 400 fois. Vous savez ce que ça veut dire? Imaginez-vous un tout petit énoncé de maths de l'école primaire de votre enfant. Vous serez capable de le répéter 400 fois? Il était capable. 1, 2, 3, 50, 60, 100, jusqu'à 400 fois. Il était capable de répéter à chaque fois à son élève. Et une fois, au bout de 400 fois, qu'est-ce qu'il dit l'élève au Rav? Rav, j'ai rien compris. Répétez. Et de nouveau, le Rav, il a répété encore 400 fois. La Gemara, elle dit, pourquoi il a dû répéter 400 fois? Parce que ce jour-là, au bout de la 400e fois, le Rav, il devait partir, il avait une khatouna, il avait un mariage. Et donc la 400e fois, elle n'était pas tellement attentionnée vis-à-vis de l'élève. Qu'est-ce que la Gemara, qu'est-ce que le Talmud, il veut nous donner comme zoom ici? De nous dire qu'un enfant ou un élève, eh bien, quelque part, il a besoin de l'attention de ses parents. Il a besoin de l'attention de son Rav. Et au même titre, vous savez, malheureusement, qu'est-ce qui des fois ne nous donne pas la possibilité d'avoir cette attention? Eh bien, c'est la patience. On est très souvent impatient. On dit, mais je comprends pas. Ça fait 3 semaines que je lui répète que le matin, quand il se lève, il faut qu'il aille se brosser les dents, qu'il fasse son lit, qu'il fasse sa toilette. Mais c'est pas 3 semaines, Baba. C'est toute sa vie jusqu'à qu'il ait 20 ans. Toi, tu te rappelles pas parce que tu es trop petit. Mais quand tu étais petit, tes parents, ils t'ont répété 1 millier de fois pour que tu puisses changer. Vous savez, c'est comme dans le couple. Très souvent, le Rav, il vient voir ou le mari ou la femme, ou la rabbinite, elle vient voir la femme. Et le Rav, il dit au mari, par exemple, parce que j'ai pas envie d'être dur avec les dames ce soir, il dit, tu sais, ta femme, elle sent que tu n'as pas d'attention vers elle. Il dit, mais je comprends pas. Au début du mariage, je lui ai dit que je l'aimais. Elle n'a pas compris, il faut que je le répète tous les jours. Depuis le début du mariage, c'est pas tout depuis le début, c'est à chaque instant, c'est à chaque occasion, c'est à chaque moment, comme on a dit la semaine dernière à Strasbourg. Il faut profiter des moments ultimes. Il faut profiter de ces moments d'intimité, que ce soit avec la femme ou que ce soit avec les enfants. Il faut sortir de la routine. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans ce que les Français appellent métro, boulot, dodo. On rentre, on est fatigué. On se lève, on est fatigué. C'est Shabbat, on peut dormir. Et ça continue, ça continue, ça continue. Il faut sortir du train-train quotidien. Il faut être capable, eh bien, de dire à un moment, stop, on va faire différemment. On va faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire et qui va marquer la conscience, tant de mon conjoint, tant de mes enfants. Je terminerai par 2-3 points importants. Quand on veut réprimander un enfant, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une façon de le réprimander. Très souvent, on trouve la mauvaise habitude de dire « On va sortir de chez mamie, tu vas voir, je vais t'esquinter. » Ou bien, on est dans un restaurant, « Attends qu'on rentre à la maison, tu vas voir ce que je vais te faire. » Qu'est-ce qu'on a fait quand on a dit ça, très chers amis? On a créé une tension chez l'enfant. Le petit, pendant tout le repas, il a le ventre qui tourne parce qu'il se voit déjà la baffe de son père ou de sa mère sur la tête. Quand on donne une punition, on la donne immédiatement. On ne menace jamais un enfant. Parce qu'un enfant, c'est comme un adulte. On a beau dire aux gens, fumer, ça amène le cancer. Mais aujourd'hui, je me porte bien, Baba. Mon paquet de clopes, il passe, tout va bien, je peux en prendre encore un deuxième. Les adultes, ils ont du mal à comprendre ce que c'est la punition à long terme. Et nous, on menace nos enfants et on leur fout des angoisses, ou par téléphone même des fois. La maman, elle appelle le papa, j'en peux plus, chérie, dis-leur quelque chose. Je rentre ce soir, tu vas voir ce que je te fais. Et le gosse, il vit avec l'angoisse. Alors ça nous fait marrer, mais on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Le petit, il est tremblant quand son père, il arrive. Le père, il a même oublié, il arrive, il se met à table. Et le gosse, il dit, mais à la limite, il va lui dire, mais tu me frappes pas, papa?
Ça c'est important, très chers amis. Autre chose aussi, eh bien, de ne pas utiliser des fois la réprimande, mais à long terme. Encore une fois, dans le même état d'esprit. Dans un mois, quand on part à Disneyland, tu restes à la maison. Ça veut rien dire. Vous vous fatiguez pour rien. L'enfant, il a besoin que maintenant la punition, elle arrive. Maintenant, tu as besoin de me faire quelque chose, fais-moi-le maintenant. Et nous, on croit que menacer, ça va aider, ça va rien aider, très chers amis. Autre chose aussi, ne jamais, et je terminerai par ça, je suis désolé, il y avait une autre page, mais pour votre plus grand bonheur, je l'ai perdu. Je terminerai par ça. Ne pas croire que parce que nos enfants, ils sont petits, très chers amis, on peut faire les hontes qu'on veut. On ne fait pas honte à un enfant. Un enfant qui est honteux est un enfant qu'on a blessé dans son psychique au plus profond. Des fois, on est à table, mais tu vois, même devant les invités, tu n'es pas capable de te tenir. Mais je te le répète, va dans ta chambre. Jamais. Quand on a besoin de réprimander un enfant, on ne le fait jamais en public. De même, on ne raconte jamais les échecs de nos enfants devant tout le monde. Mon fils, il m'a fait une catastrophe à l'école. Je vais vous raconter, vous allez être tous morts de rire. Vous allez être morts de rire. Mais le petit, il est rouge tomate. Il va, il se cache sur la table. Chérie, reviens. Tu vas lui faire la honte de sa vie. Mais il est petit. Alors je vais vous raconter une histoire. Et je terminerai par ça ce soir. Il y a une fois un fiancé. Le jour de ses fiançailles, il s'est levé. Et il a dit, voilà, la première personne que j'aimerais remercier ce soir pour mes fiançailles, c'est mon rave, mon professeur. Alors tout le monde a écarquillé les yeux et n'a pas compris pourquoi est-ce que ce fiancé, il voulait absolument remercier en premier son professeur. Il a dit, si ce soir je suis là, c'est grâce à lui. Et il a commencé à raconter son histoire. Il a dit, quand on était petit, on n'avait pas l'évaluation de ce que c'était le vol. Et un jour, en pleine récréation, j'ai vu le paquet de chocolat déborder, eh bien, du cartable de mon ami. Je l'ai pris, je l'ai mis dans ma poche et je suis parti le déguster dans un coin. À la fin de cette heure-là, il était encore dans ma poche. Celui à qui appartenait ce paquet de chocolat est venu se plaindre au professeur. Monsieur le professeur, on m'a pris mon paquet de chocolat. Qu'est-ce qu'il a fait le professeur, raconte le fiancé? Il a mis tous les élèves un à côté de l'autre. Et il a commencé à tâter les poches. Et le fiancé dit, plus le professeur avançait, plus j'avais des sueurs froides qu'on allait découvrir que le paquet de chocolat, il était dans ma poche. Raconte le fiancé, quand le professeur est arrivé devant moi, il a mis la main dans ma poche. Et là, il n'a rien dit. Il a continué. Et ce n'est qu'après que toute la classe soit sortie, il est venu, il a dit, je sais que c'est toi qui as pris ce paquet. Je n'ai pas voulu te faire honte devant tout le monde, mais fais en sorte que le paquet revienne dans le cartable. A dit le fiancé, si ce jour-là, mon professeur m'avait fait honte devant tout le monde, j'aurais été anéanti et je n'aurais jamais remis les pieds dans cette école. Face à Kadosh Baruch Hu, que nos enfants, et c'est ce que je vous souhaite à tous ce soir, même nos invités qui ont mis une grande ambiance ce soir, que nos enfants, toute notre vie, ils puissent nous remercier de l'éducation qu'on leur a donnée. Que nos enfants, le jour de leur mariage ou le jour de leur fiançailles, ce soient les plus grands reconnaissants des services et de la direction qu'on leur a aidé à prendre. Et que Be'ezrat Hashem, vous puissiez vous aussi de votre côté être toujours fiers de vos enfants, toujours prendre les bonnes décisions et qu'ensemble, Be'ezrat Hashem, nous puissions faire un grand chemin. C'est ce que je vous souhaite à tous ce soir. Je vous souhaite bon appétit. Et je voulais juste vous dire un